Et 1. Tournu, qu'il convient de prononcer sans son S final, est une jolie petite ville du sud de la Bourgogne, dont le nom est pour beaucoup rattaché au seul panneau indiquant sa sortie sur la 6. Précisément, les bonnes raisons de s'y arrêter ne manquent pas, ne serait-ce que pour visiter son exceptionnelle abbaye Saint-Philibert, joyau roman bâti il y a un millénaire, flâner sur les bords de la Saône en contrebas, ou déguster un repas d'exception chez Greuze ou aux Terrasses, 2 tables de chef parmi le vivier existant dans le Mâconnais. C'est autour de ce thème convivial et généreux de la gastronomie que Gérard Pont, patron du Festival des Francopholies de La Rochelle, a choisi de donner vie à un nouvel événement, les Franco-Gourmandes, dont la première édition se déroule les 2 et 3 juin et attend de 5 à 6 000 visiteurs, avec l'objectif de doubler la mise les années suivantes, la capacité d'accueil du site, baptisé Grande Prairie de Tournu, s'élevant à environ 12 000 personnes. Les Franco-Gourmandes à Tournu, c'est d'abord une histoire d'amitié, raconte Gérard Pont, qui n'est pas lui-même un habitué de la région et doit son implantation à Kevin Douvillier, programmateur à La Rochelle qui, lors d'un week-end bourguignon chez un proche, a le coup de foudre pour les paysages et les saveurs de ce coin de France, où le poulet de Bresse le dispute au bœuf charolais, aux fromages affinés et au vin du Mâconnais. L'idée de marier en un festival musique et gastronomie, 2 grandes sources de bonheur des Français, n'a pas tardé à devenir une évidence. Les partenaires locaux, eux, ont donné leur accord en janvier. À Tournu, les artistes de la chanson ne manqueront pas 2 soirs de suite. Samedi 2 juin, après les Brigitte, à l'heure de l'apéritif, le public dégustera la délicatesse de Camille, en guise de hors-d'œuvre, l'énergie aux épices voyageuses de Charlie Winston en plat de résistance, et le swing tonitruant de Caravan Palace au dessert. Dimanche 3 juin, chacun pourra remettre ça dès l'heure du goûter avec Carmen Maria Vega, suivi d'Yves Jamet et Benabar. Le tout agrémenté de quelques tapas musicaux locaux, Phil Smanké, Frédéric Bobin, Grand Kino notamment. Pour leur ravitaillement, les festivaliers oublieront donc un temps les traditionnels pizzas, kebabs, sandwichs à l'andouillette et tartiflettes, arrosés de bière ou de soda servis dans ce genre d'événement. Les artistes du fourneau seront de la fête, sous la baguette du chef étoilé Jean-François Piège, tout mieux, parrain de cette première édition. Il confectionnera lui-même les sandwichs jambon-beurre vendus aux visiteurs soucieux de manger debout, avec des ingrédients qu'il aura sélectionnés, se réjouit Gérard Pont. Pour ceux qui voudront s'asseoir et prendre leur temps, une allée des chefs sur le site propose des menus à moins de 25 € concoctés par des chefs régionaux. Cédric Burtin, Johan Chapuis, Florian Giraud, Sylvain Goyer, Valérie Melien et Jean-Michel Carrette. Ils se passeront le relais à raison de 3 toquets à chaque repas. Et pour les éditions suivantes, Gérard Pont songe déjà à inviter des régions étrangères, musiciens et cuisiniers. On parle déjà d'une cuvée 2013 à tonalité et fumet transalpin. Les 2 et 3 juin à Tournu, tarif concert 28 € la journée, 45 € le pass 2 jours, gratuit pour les moins de 12 ans. Activité 2. Décryptage des 7 vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfums. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Et quelle est la différence entre une eau de Cologne, de toilette ou de parfum? L'eau de Cologne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué? L'eau de toilette était diffusée en splash,
Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit, car ces gestes ont disparu. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs? Il en existe Des 7 vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfums. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Et quelle est la différence entre une eau de Cologne, de toilette ou de parfum? L'eau de Cologne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué? L'eau de toilette était diffusée en splash. Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit, car ces gestes ont disparu. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs? Il en existe 2 sortes. Les reconstitutions synthétiques de la nature, indispensables quand on veut reproduire sa fragrance. La seconde est faite de produits abstraits, qui apportent une odeur nouvelle à la palette des parfumeurs, comme une nouvelle couleur à l'arc-en-ciel ou une matière nouvelle. Sans notes synthétiques, la parfumerie moderne n'existerait pas. Question pratique. Où faut-il se parfumer? Où l'on veut, sur la peau, de préférence. J'aime bien en ce qui me concerne l'idée de Mademoiselle Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous voulez être embrassé ». Où entreposer son parfum pour mieux le conserver? Au réfrigérateur, loin de la lumière, au frais, à l'abri des changements de température. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le poser près d'une fenêtre ou sous un spot. À quelles idées reçues faut-il faire la chasse? Les parfums de couleur très foncée peuvent tacher les vêtements clairs. C'est assez rare. Certaines eaux de Cologne, à base de notes hespéridées, contiennent des substances phototoxiques, des matières premières désormais traitées pour que les parfums ne tachent plus au soleil. Activité 3. Les premières tentatives pour saisir l'opinion des populations à l'occasion d'élections sont apparues au XIXe siècle aux États-Unis avec les straw votes ou votes de paille. Il s'agissait de simulations organisées par des journaux en interrogeant leurs lecteurs via différentes modalités, la plus courante étant le bulletin à découper et à renvoyer. Portant sur des échantillons très larges, constitués de façon aléatoire et n'offrant aucune garantie de représentativité, cette méthode se révèle assez rapidement insatisfaisante. Au début des années 1930, George Gallup, statisticien, sociologue et fondateur de l'American Institute of Public Opinion, 1935, développe une méthode scientifique de sondage d'opinion fondée sur le contact direct avec un nombre restreint de personnes, méthode des quotas, minutieusement sélectionnée pour être représentative de populations beaucoup plus vastes. C'est ainsi qu'en 1936, à partir d'un échantillon de 5000 sondés, panel représentatif, il prévoit la réélection du président américain Franklin Roosevelt avec 55,7% des suffrages. Il fera 61% quand le magazine Literary Digest, à partir de quelques millions de coupons retournés sur 10 millions envoyés, de listes de propriétaires de voitures et d'abonnés au téléphone, prédit la défaite du candidat démocrate au profit du républicain Alfred Landon. La justesse de la prédiction consacre la méthode. En 1938, les premières enquêtes d'opinion arrivent en France sous l'impulsion de Jean Stutzel, sociologue, inventeur du mot « sondage » et fondateur de l'Institut français d'opinion publique. On connaît la suite. Activité 4. Le CNCS est la première structure de conservation en France comme à l'étranger à être entièrement consacrée aux costumes et décors de scène. Le CNCS est un musée de France ayant pour mission la conservation, l'étude et la valorisation d'un ensemble patrimonial de 9000 costumes de théâtre, d'opéra et de ballet et de plusieurs éléments de machinerie ou décors de scène. Le CNCS, situé à Moulins, occupe une partie du quartier Villars,
ancien quartier de cavalerie datant de la fin du XVIIIe siècle, classé monument historique. Avec ses excellents chiffres de fréquentation, le Centre national du costume de scène figure dans le top 10 des musées implantés en province. Placé en 8e position, avec ses 80 288 visiteurs en 2011, le CNCS se situe juste derrière de grandes structures, comme le château de Fontainebleau ou l'Historial de la Vendée. Il est cité dans le Journal des Arts de cette semaine comme un exemple de décentralisation des collections et de réhabilitation d'un bâtiment historique particulièrement réussi. Preuve qu'un fonds exceptionnel très ciblé, accessible aux chercheurs et présenté dans le cadre d'une programmation dynamique peut faire beaucoup pour une ville. Au niveau national, le Centre national du costume de scène se situe à la 60e place sur 303 musées en lice. Une forte progression dont se félicite Delphine Pinaza, directrice depuis le 1er août 2011. C'est avec beaucoup de fierté que le CNCS accueille les bons résultats de son classement en 60e position dans le palmarès 2012 des musées. En une année, le CNCS a gagné 24 places, passant de la 84e place en 2011 à la 60e place en 2012 sur les 303 musées inscrits au palmarès. Le classement, qui prend en compte plusieurs critères, dont l'enrichissement des collections, l'accueil et les services offerts des publics, les prêts extérieurs, politique éditoriale, nombre d'abonnés et d'adhérents à la Société des Amis, fait bien évidemment apparaître les différences entre les structures parisiennes ou situées dans des grandes agglomérations qui bénéficient d'un volume de tourisme culturel favorable et les institutions localisées dans des villes moyennes qui doivent investir longtemps dans la programmation et la communication pour se créer une notoriété nationale, voire internationale. Des encouragements pour le futur et le dynamisme du CNCS. Activité 5. Carte bancaire, porte-monnaie électronique, carte de fidélité, carte d'assuré social, badge d'accès permettant d'entrer et de circuler dans certaines entreprises, carte téléphonique, carte de parking, passe électronique en tout genre, carte d'identité, passeport biométrique, etc. La carte à puce est l'une des inventions qui ont tellement changé nos vies qu'on imagine mal aujourd'hui pouvoir s'en passer. Son inventeur, Roland Moreno, homme à la créativité débordante, vient de s'éteindre. Portrait par Jérôme Colombin. Avec ses grosses lunettes sur sa bouille ronde, posant pour les photographes avec un fer à souder ou une carte à puce à la main, Roland Moreno était l'archétype du géotrouve-tout à la française. Électronicien autodidacte, ancien garçon de course, reporter, employé de bureau, il bricole dans sa jeunesse toutes sortes de gadgets bizarres, par exemple une machine à tirer à pile ou face ou une calculatrice qui se trompe dans les calculs. Plus tard, il inventera aussi le radoteur, un logiciel à créer des mots. En 1990, il écrit le livre La théorie du bordel ambiant, un recueil de pensées philosophico-humoristiques qui sera suivi en 2011 de La victoire du bordel ambiant. Mais c'est la carte à puce qui fait sa fortune. Il en dépose le brevet en 1974, et même si cette invention lui a été quelquefois contestée, il en a toujours conservé officiellement la paternité. Cependant, si on l'avait écouté, à l'époque, ce ne sont pas des cartes en plastique qui nous serviraient aujourd'hui à régler nos achats, mais des bagues électroniques. C'est ainsi que Roland Moreno voyait l'utilisation de ce petit circuit électronique miniaturisé. Très vite, en tout cas, le concept s'est étendu à tous les dispositifs nécessitant un cryptage fort. Carte Sésame Vital pour la santé, décodeur télé, carte SIM des téléphones portables, badge et autres cartes d'identité. Moreno va surfer sur la vague de la carte à puce pendant 20 ans à travers sa société Innovatron, jusqu'à ce que le brevet tombe dans le domaine public en 1994. Mais ensuite, il profite du dérivé de la carte à puce, la carte sans contact, que l'on trouve notamment dans le Pass Navigo utilisé dans les transports parisiens. L'histoire de la carte à puce est indissociable de l'épisode Serge Humpiche en 2000. Cet informaticien français montre que l'on peut fabriquer de fausses cartes bancaires qui fonctionnent partout, les fameuses Yes Cards. Le groupement des cartes bancaires panique et fait passer Humpiche pour un malfaiteur. Quant à Moreno, il affirme de son côté que la sécurité de base de la carte à puce est intacte. Il offre même 1 million de francs à qui parviendra à craquer réellement l'algorithme de son invention. À ce jour, personne n'y est parvenu. Activité 6.
Dans son smartphone, Alice, 20 ans, a plus de 800 photos et vidéos, mais aussi des contacts, des notes en tout genre, et comme 40% des utilisateurs, des informations top secret. Genre un code de carte bleue ou quelque chose, je me l'envoie par texto. Sans avoir dans l'idée que ça pourrait être un jour divulgué ou que c'est pas une donnée complètement protégée ? Ah bah non, c'est vrai que j'y avais pas pensé, non. Allô ? Michel, lui, il y a pensé et il se protège. C'est pour ça d'ailleurs que je mets 2 mots de passe sur le téléphone, que je sauvegarde dans un ordinateur, au cas où je le perds ou que le téléphone bug. Je sais pas, des codes d'immeubles, des codes, des identifiants, c'est toujours mieux de mettre des mots de passe. Selon l'étude de Médiamétrie, les 15-17 ans sont plus nombreux que les autres à utiliser un code de verrouillage, plus nombreux aussi à protéger leurs données sur les réseaux sociaux, sauf que leurs parents ont encore du mal à leur faire confiance. Nathalie, 50 ans, est la mère de 2 ados. Parce qu'elles ne savent pas gérer ce qui est du domaine du personnel, du privé et de ce qui est du domaine public, de la divulgation par exemple. Donc ce serait bien que les parents s'y mettent un peu, regardent un peu comment ça fonctionne. Non pas pour les espionner, mais au contraire pour leur donner quelques petits conseils. Comme tout outil, il faut en connaître les limites. L'an prochain, la CNIL devrait recommander aux constructeurs et aux développeurs d'applications des services plus respectueux de la vie privée des utilisateurs. Activité 7. Boire du café régulièrement aiderait-il à garder le moral ? C'est en tout cas la conclusion d'une étude réalisée sur plus de 50 000 femmes appartenant à une cohorte d'infirmières américaines. Les chercheurs ont récolté des informations sur leurs habitudes de consommation de café, mais aussi d'autres boissons contenant de la caféine, boissons au cola, thé, chocolat, puis leur ont demandé si elles avaient déjà souffert d'une dépression diagnostiquée par un médecin ou pris des antidépresseurs. Or, il semblerait que par rapport aux infirmières qui ne consomment pas de café, moins d'1 tasse par semaine, les consommatrices régulières, 2 à 3 tasses par jour, aient un risque réduit de 15% de développer une dépression. Et chez celles qui en consomment plus de 4 tasses par jour, ce risque serait diminué de 20%. Ces données, si on les ajoute à d'autres études écartant un effet négatif de la caféine sur les troubles cardiovasculaires ou évoquant même une possible action anti-inflammatoire du café, notamment contre le cancer de la peau, sont toutefois, compte tenu des limites inhérentes à la méthodologie employée, largement insuffisantes pour recommander la seule consommation de café. Sans compter qu'il est bien connu que chez certains sujets, le café peut entraîner une hausse de l'anxiété, pouvant aller jusqu'à l'attaque de panique, mais aussi des troubles de l'humeur, agitation, irritabilité ou du sommeil. Prudence donc, avant de vous ruer sur votre machine à expresso. Activité 8. Qui n'a pas porté enfant ses sandales de plage aussi disgracieuses qu'inconfortables ? Derrière ces méduses de plastique, pourtant, l'esprit novateur d'un coutelier auvergnat. En 1946, Jean Dauphin a l'idée de remplacer les manches en corne de ses couteaux par du plastique. Le cuir manquant après-guerre, il fabrique des souliers dans cette matière. Ces modèles sont d'abord exportés en Afrique occidentale française avant de devenir la star des plages. Aérée à lanière croisée transparente, elle est baptisée dès 1962 la Sarésienne, mais chacun y va de son petit nom. Squelette en Vendée, Mica aux Antilles et Méduse à Paris. Elle revient en grande pompe des années plus tard, brésilienne cette fois, par le biais de la marque Melissa et de son modèle l'Arania. On doit ce retour au propriétaire d'une usine de bouchons de bouteilles en plastique qui, de passage à Marseille en 1979, découvre notre Méduse. En 25 ans, l'Arania se vend outre-Atlantique à quelques 50 millions d'exemplaires. Avec la technique du plastique injecté, toutes les formes, de la ballerine à l'escarpin, sont désormais permises. Depuis 2 ans, la collection en PVC recyclé de Melissa est dessinée par des designers de renom. Jason Wu, Vivienne Westwood ou encore les designers Fernando et Umberto Campana. Et même les griffes de luxe misent sur le caoutchouc. Si by Chloé et ses spartiates vert cru, Lacoste et ses sandales roses.